Merci pour cette occasion de parler d'un groupe qui effectivement est peu connu dans l'histoire peut-être de Paris et aussi de l'histoire de l'immigration à Paris, parce que je compte les Américains comme des immigrés à Paris aussi, comme moi-même. Mais je voudrais effectivement vous parler de cette première moitié du XXe siècle, puisque si effectivement on connaît bien Gertrude et Ernest, Gertrude Stein et Ernest Hemingway. On connaît beaucoup moins celui qui était l'industriel ou l'homme d'affaires qui a distribué à multiples exemples du lait pasteurisé auprès des Américains de Paris et aussi auprès de la communauté des Parisiens plus largement. Il y a des industriels, il y a effectivement des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui étaient présents en nombre important dans cette première moitié du XXe siècle. Et il me semble qu'ils ont été d'une part invisibilisés ou oubliés pour deux raisons. L'américanisation dont on parle souvent et l'importance de l'investissement américain à Paris en général est souvent étudiée ou pensée dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, à partir du plan Marshall et puis toutes les compagnies et des hommes d'affaires, des juristes qui sont venus en nombre après la Deuxième Guerre. Donc on a peu vu ou pensé en fait à ceux qui étaient déjà là avant et qui je dirais, ont mené la voie. La deuxième raison, c'est effectivement à cause de Gertrude et Ernest, peut-être parce qu'ils sont tellement connus que quand on parle de Paris dans les années 20, on pense aux écrivains, aux artistes américains qui étaient là et qui ont beaucoup laissé de traces beaucoup plus visibles dans leurs écrits, dans leurs œuvres artistiques. Et donc il y a une fascination pour cette génération perdue, comme on les appelait, mais ils ont été bien retrouvés par la suite et on en parle beaucoup. Mais ces autres Américains, et d'ailleurs dans la version en américain de mon livre, j'ai appelé ça les autres Américains de Paris, le titre a changé pour l'édition française, pour justement faire la contrepartie. Les Gertrude et Ernest, ils figurent dans le livre, dans mes travaux. On les retrouve aussi en contact avec les Américains de la rive droite, mais plutôt que de travailler sur la rive gauche, que tout le monde connaît à peu près, cette rive droite, je pense, est importante pour différentes raisons. D'une part, pour interroger qu'est-ce que c'est et à quand ça a commencé et quels étaient les avantages ou les désavantages de l'américanisation. C'est un thème qui est déjà débattu dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est une question qu'on peut voir avec l'arrivée d'un grand nombre d'hommes d'affaires, surtout après la Première Guerre mondiale, et voir dans quelle mesure ils sont venus pour s'installer, pour vendre, pour acheter, mais surtout pour vendre leurs affaires à Paris. Cette première moitié du XXe siècle est aussi à l'origine des grandes institutions de la communauté américaine. J'utilise le mot communauté dans un sens américain. C'est un groupe, c'est pas un groupe fermé comme je vais montrer, mais ce groupe a créé un certain nombre. D'abord, c'était un groupe relativement aisé pour la plupart. Il y a aussi des pauvres parmi les Américains de Paris encore aujourd'hui, mais la plupart de cette communauté plutôt que j'appelle une immigration d'élite, la plupart donc ont pu créer des institutions et des institutions importantes et des institutions qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Certaines datent même du 19e siècle, comme j'en parlerai des deux églises, mais ceux qui sont venus dans la première moitié du 20e siècle ont créé non seulement ces institutions qui durent encore, mais aussi beaucoup de projets économiques, d'insertion financière, industrielle, etc. Donc, je pense que c'est une histoire aussi qui entre dans une histoire plus large de l'histoire du capitalisme du XXe siècle, comment ça s'est répandu, et quels étaient les moyens à travers les personnes qui ont apporté leurs affaires, leur savoir-faire, qui ont essayé d'imposer et de vendre leurs propres affaires, et on peut le voir à travers un certain nombre de sources.
Ce qui m'a intéressé, étant une historienne de l'immigration, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir dans quelle mesure ces gens ont créé une communauté ou un groupe, identifié en tant que tel. Et ça m'a intéressé à deux titres. Un, c'est que les Américains ne se considèrent pas jamais comme les immigrés en France, bien qu'il y en a qui sont restés là depuis très longtemps et qui, on pourrait utiliser le terme, si ce n'est que le terme est en général utilisé pour les travailleurs immigrés plutôt pauvres. Mais on peut, si on définit les immigrés comme des groupes, des gens qui s'installent, qui créent un certain nombre d'institutions et qui restent assez longtemps, on peut dire que les Américains aussi ont créé une communauté, et d'ailleurs ça s'appelait colonie à l'époque. On parlait de la colonie américaine comme on parlait de la colonie britannique ou sud-américaine. Donc, l'histoire de la formation d'un groupe m'intéressait en tant que tel, de voir quels sont les éléments de cette constitution, quelles institutions ils ont créées. Donc, question d'une communauté, mais comme on va voir, question aussi d'américanisation, qu'est-ce que ça apporte et dans quelle mesure c'est aussi critiqué, et dans quelle mesure cette notion d'un groupe qui s'installe est aussi en distinction avec les autres, évidemment, des autres travailleurs immigrés. Donc il y a des gens qui viennent, des étrangers qui viennent en France, qui viennent à Paris, qui sont attirés par Paris, mais je pense qu'il est utile pour les historiens de l'immigration de penser aussi les migrations d'élite qui continuent à nos jours et qui sont une autre forme de migration, qui ont des avantages certainement, mais on peut poser des questions dans quelle mesure ces avantages les aident ou pas, dans quelle mesure ils s'intègrent ou non, et dans quelle mesure ils créent des groupes ou des communautés sans encore une fois, douce du terme, c'est un peu l'usage américain du terme community. Cette construction d'un groupe, d'une colonie, d'une communauté a un autre aspect et que je vais aussi développer. C'est-à-dire, d'une part, de voir dans quelle mesure cette immigration d'élite peut avoir un sens, dans quelle mesure ça se crée et se consolide, mais aussi dans quelle mesure d'autres choses se passent. D'une part, il y a une diversification à l'intérieur. Il y a tous les Américains, comme tous les groupes immigrés d'ailleurs, tout le monde ne s'entend pas, tout le monde ne reste pas isolé dans un seul et unique groupe. Donc il y a une diversification interne et il y a aussi, évidemment, beaucoup d'interactions avec des autochtones, les locaux, les Français, et puis les autres membres d'une société cosmopolitaine qu'on peut voir dans cette première moitié du XXe siècle. Donc, c'est un groupe cosmopolite, c'est un groupe aisé pour la plupart, mais pas tous, et puis c'est aussi un groupe divisé. Donc, on va voir. Alors, donc, les plus connus, donc, effectivement, Gertrude, Ernest, mais aussi Joséphine. Donc, il y a ceux-là sont ceux dont on pense quand on pense à cette première moitié du XXe siècle des Américaines à Paris. D'ailleurs, j'utilise le terme en français d'Américains de Paris pour penser à ceux qui sont installés, qui font des affaires. Joséphine comme Gertrude et plus que Ernest. Hemingway n'était pas vraiment resté si longtemps que ça, mais Gertrude Stein comme d'autres Edith Wharton sont vraiment restés à Paris, étaient installés à Paris de manière beaucoup plus importante. Josephine Baker, on le sait aussi. Donc je parle des Américains de Paris, de vraiment ceux pas juste qui sont passés, mais qui sont restés un temps important. On peut faire une géographie de où habitaient les Américains de Paris dans cette première moitié du XXe siècle grâce à une source fabuleuse qui est une espèce de répertoire gros comme ça, des ouvrages imprimés dans l'entre-deux-guerres entre 1925 et 1939 qui s'appelle Americans in France, a Directory, et c'était un répertoire, un registre qui recensait les Américains dans leur lieu d'habitation et leur lieu de logement, aussi de domiciliation, aussi bien que leur lieu de travail. Et c'est une source fascinante. J'ai pu finalement faire une étude des adresses et là on voit que si c'est un groupe
immigrés, encore une fois, la phrase est peut-être pas la meilleure, mais ce groupe identifiable d'Américains qui s'identifient dans ces livres, avec leurs adresses, on voit bien, ils sont dans l'ouest parisien, dans les quartiers les plus aisés, et donc une espèce de ghetto doré, si vous voulez, du 16e arrondissement, 8e, 17e. Et c'est grâce à ces livres qui donnent vraiment une série d'informations tout à fait intéressantes. Comme j'ai évoqué néanmoins tout à l'heure, les colonies, si on l'appelle colonie, c'était une autodésignation de l'époque. Les colonies ne sont pas forcément tout à fait harmonieuses. Et il y a une citation que un journaliste avant la Première Guerre mondiale, disait que les colonies sont, on connaît, ils sont proverbially inharmonious, donc pas harmonieuses, et il y a des diversions au sein, que c'était des Bostoniens vis-à-vis des Philadelphiens. Il se plaignait, le journaliste. Mais déjà au XIXe siècle, un autre observateur de cette colonie à Paris, cette colonie américaine à Paris, parlait des vieux résidents et les nouveaux, les Américains qui font du commerce, ceux qui font rien, enfin, ou qui sont des riches oisifs, les Américains qui parlent français et ceux qui ne le parlent pas, mais qui achète, dit-il, un journal français et prétend le lire en public pour essayer de prétendre qu'il le comprend. Le colonialiste, enfin, le colonist, donc le terme est utilisé à l'époque, qui a des relations familiales, celui qui n'en a pas, l'Américain qui a la Légion d'honneur, dont il y en avait déjà au XIXe siècle, ou le démocrate qui dédaigne toutes sortes de médailles aristocratiques, mais qui quand même aimerait l'avoir, dit-il. Donc la description de cette colonie en 1877 déjà. Donc c'est là où on décrit déjà les divisions dans la communauté entre Bostoniens et Philadelphiens. Et celui qui, dans l'entre-deux-guerres, va publier ce recensement des Américains, va se plaindre aussi que les gens ne sont pas suffisamment grégaires, qu'ils ne viennent pas à des événements quand on les convoque. Ils n'ont pas tous répondu à son appel pour être dans le répertoire, et il s'inquiète. Mais finalement, les observateurs américains vont dire, par exemple, qu'il y a de l'unité dans la variété. Et c'est ça ce qui définit les Américains à Paris. Gertrude Stein, elle disait que l'avantage d'être à Paris, c'est qu'elle rencontrait des Américains qu'elle n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Donc il y a une espèce de concentration intéressante, mais très diverse. La diversité se voit aussi à travers les deux rives de la Seine, et ceux qui sont en fait listés dans ce répertoire, ce recensement, sont autodésignés. Ça comprend quand même des écrivains. C'est un recensement qui a été fait par la Chambre de commerce américaine, mais ce n'était pas que des commerçants ou que des industriels ou financiers, mais c'était aussi des écrivains. Il y avait une rubrique pour les écrivains et qui voulaient aussi, et qui donc s'identifier pour faire partie de cette colonie américaine en se listant dans ce répertoire. Aujourd'hui, on dirait des expats, on dirait, ou les transnationaux, c'est un terme. Mais ce qui est intéressant, et ils vont avoir une mobilité aussi importante. Pendant l'été, beaucoup vont à la Côte d'Azur, d'autres font des allers-retours avec les États-Unis de manière régulière. Mais il y a une certaine stabilité dans ceux qui sont des transnationaux, qui fait qu'ils créent quand même une certaine communauté, et c'est ça ce qui m'intéressait à essayer de voir. Le fait qu'on connaît bien Gertrude Stein ou Hemingway, et la vie de la rive gauche, veut pas dire qu'ils n'avaient pas aussi des allers-retours
avec la rive droite, par exemple. Donc, on a même une scène qui est décrite où Gertrude Stein, elle va parler à une club des Américaines de Paris, the American Women's Club de Paris, et elle va parler, mais il va avoir, en fait, c'était un peu à l'improviste parce que quelqu'un d'autre devait faire une conférence et il neigeait ce jour-là, et il n'arrivait pas, donc on lui a demandé, elle venait de publier son autobiographie de Alice B. Toklas. On lui demande de faire une conférence et elle défend Picasso et donc l'art moderne, l'art contemporain, enfin de l'époque. Et apparemment, mais les d'autres membres de cette club, des américaines, qui étaient plutôt des amateurs du style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, étaient outrés. Et donc, apparemment, il y a eu une dispute assez virulente entre les deux, entre une femme de l'audience et Gertrude Stein, et qui fait que finalement, la femme qu'on décrit étant très bien habillée, avec des habits en soie par rapport à Gertrude Stein, qui était plutôt habillée dans une tailleur peut-être en laine un peu ordinaire, mais c'est celle avec des diamants qui finalement est partie, laissant la place à Gertrude Stein. Mais c'est à la fois un indicateur des rencontres entre rive gauche et rive droite, mais une rencontre qui dit longue sur le fait que c'était quand même deux communautés assez différentes, deux groupes assez différents. Donc, comme j'ai dit, il y a une variété d'Américains à Paris avec différentes, mais la création d'un certain nombre d'institutions en dur, très importantes, qui montrent comment ces migrations d'élite, et là on peut dire jusqu'à aujourd'hui, peuvent parfois créer des institutions importantes qui vont rester dans le paysage parisien. La cathédrale américaine, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est avenue Georges V aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été au même endroit, mais ça s'appelait avenue d'Alma, je crois, à l'époque. Était construit et ouvert en 1886, mais ce n'était pas la première des organisations religieuses américaines à Paris. Et quand je dis américaine, je parle des États-Uniens. Il est vrai qu'en France, on imagine toujours que c'est la religion qui motive, que les Américains sont très religieux et c'est une caractéristique américaine. Il est vrai que les premières grandes institutions des Américains de Paris étaient des églises. Ceci dit, ou des temples, mais j'utilise le mot église de manière générique, étant protestants, dans un pays catholique n'était pas facile. Au XIXe siècle déjà, il y avait des regroupements d'Américains qui se sont mis ensemble pour faire des congrégations. Mais quand ils ont demandé de construire un immeuble ou d'avoir leur propre espace, ils ont eu l'accord de la préfecture seulement s'ils promettaient qu'ils ne prosélytiseraient pas en français. Donc ils ne pouvaient pas faire des sermons en français parce qu'on avait peur d'un prosélytisme auprès des Français. Une première église en fait est constituée en 1800 avec la demande de faire un immeuble en 1857. Après tout, il va en avoir deux. Celle-là qui est anglicaine, épiscopalienne, parce qu'il y a eu des tensions entre différents choix de services, d'office, et apparemment il y a eu même une dispute assez importante en 1859 qui a préfiguré des tensions qui allaient amener à une espèce de scission. Et donc les protestants non anglicains qui étaient peut-être là avant avaient leur propre immeuble. Celle-là donc est construite, comme j'ai dit, ouvert en 1886. En 1931, les autres protestants ont finalement créé aussi, ont construit un immeuble également néo-gothique imposant qu'ils voulaient, et que c'est l'autre église qui existe toujours, c'est l'American Church, pas l'American Cathedral, mais l'American Church, qui est Quai d'Orsay.
encore aujourd'hui. Donc les deux s'entendent. Mais il y avait parfois des petites disputes sur qu'on voit dans les archives du consulat, puisqu'ils se disputaient un peu les enterrements, par exemple. Quand un Américain était mort sans avoir pris des dispositions, le consulat donnait tantôt l'adresse de l'une des églises, tantôt l'autre. Donc il y a eu des disputes parce qu'ils disaient mais les uns et les autres auraient voulu en avoir plus par rapport à leur au nombre de personnes dans leurs églises respectives. En tous les cas, il y a eu des petites rivalités. L'ambassadeur a toujours tenu à alterner dans les deux églises pour le Thanksgiving, pour ne pas être taxé de privilégier l'un ou l'autre. Deux institutions donc qui existent encore de manière très importante encore aujourd'hui. Outre ces premières grandes institutions, pour l'âme, si on peut dire, c'était ensuite pour le corps qu'une autre grande institution a été créée, celle-là en 1909, donc plus tardivement, mais toujours avant la Première Guerre mondiale, et ça c'est l'hôpital américain. Et au début, l'hôpital américain, c'était aussi pour les pauvres Américains à Paris. Ils s'inquiétaient de savoir comment les Américains, qui voulaient aussi avoir une aide médicale dans leur propre langue, pouvaient se faire. Donc ils ont créé cela a un but plutôt d'aider ceux dans le besoin. Bien rapidement, ils ont aussi créé des lits pour les gens plus aisés, et à partir de 1925, quand ils ont ouvert l'hôpital plus agrandi, donc à Neuilly, il y a eu c'est devenu un hôpital beaucoup plus pour les gens aisés, comme aujourd'hui, je pense que vous savez, c'est un grand hôpital, mais aussi un des plus chers de Paris. Mais donc au début, et puis pendant assez longtemps, il y avait des lits dortoirs, enfin des lits regroupés aussi pour des gens qui avaient moins de moyens. Donc différents types d'organisations qui sont créées, et je pense que à la fois c'est typique de tous les groupes d'étrangers dans une ville, de se regrouper, pour essayer de créer leurs propres institutions, et en même temps, là, ils ont pu lever des fonds à la fois en France, parmi cette colonie aisée, et auprès des amis aussi aux États-Unis, pour créer des institutions très importantes. Mais l'autre chose dont a besoin tout groupe d'étrangers, me semble-t-il, c'est aussi de pouvoir lire dans leur propre langue. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'historique peut-être de l'International Herald Tribune. En fait, dès la fin du 19e siècle, il y avait des journaux anglophones à Paris. Récemment, d'ailleurs, à Paris 7, il y avait toute une exposition sur les journaux anglophones à Paris, à la fois anglais et américains. Et il y avait un dentiste américain qui était installé en France depuis le milieu du 19e siècle, qui était un des hommes importants de cette colonie et qui a aidé à créer un premier journal qui s'appelait l'American Register, en 1868 déjà. Et ils avaient souvent des listes des arrivages, des gens qui venaient sur les bateaux pour que les uns pouvaient se retrouver les uns et les autres de cette communauté d'élite. Il y a eu donc à la fin du 19e l'arrivée de Bennett, qui était déjà le fils de Bennett à New York, qui avait créé le New York Herald. Donc il a créé le Herald en Europe, le New York Herald. Et pendant la Première Guerre mondiale, Chicago est entré en acte. Donc la Chicago Tribune a aussi créé pendant la guerre et pour des soldats un journal édition européenne, et c'est dans les années 30 que les deux se sont fusionnés pour créer le International Herald Tribune, donc Herald et Tribune. Les lecteurs s'inquiétaient de savoir si les comics, les dessins, petits dessins drôles, je ne sais pas comment on les...
Les bandes dessinées, oui, qui était le propre du Chicago Tribune, si ça allait être gardé dans la nouvelle fusion. Et la réponse c'est oui, et ça explique pourquoi encore aujourd'hui il y a dans le International New York Times des comics qui n'existent pas dans le journal quotidien à New York. Au moins pas tous les jours, juste le week-end. Alors donc, journaux pour pouvoir se retrouver, puisqu'il y avait souvent des informations des autres Américains à Paris, mais aussi pour avoir des nouvelles du pays et donc de se sentir encore ensemble. Donc pour moi, ces journaux sont aussi une forme de création d'un sentiment de communauté finalement, et qui sont devenus, dans le cas de Herald Tribune, c'est devenu maintenant un journal international au-delà de la seule communauté américaine à Paris. C'est aussi la fonction de lire et de lire ensemble. D'autres groupes font de même, donc c'est important de pouvoir lire dans sa propre langue, avoir des informations de son pays. Et d'autres lieux qui sont devenus des classiques et qui aussi étaient des lieux où se retrouvaient les Américains de Paris sont la librairie très connue de Sylvia Beach, Shakespeare and Company. Aujourd'hui, il y a Shakespeare and Company qui a pu reprendre le nom après la Deuxième Guerre avec l'accord de Sylvia Beach. Mais sa librairie à elle est créée en 1919 et va être effectivement un lieu, surtout pour les auteurs et les écrivains de la rive gauche, de se retrouver. C'était non seulement une librairie à vendre, mais aussi ça servait de bibliothèque de prêt. Enfin, elle prêtait aussi des livres en même temps. Mais là aussi, c'est comme des deux églises. Il y avait ici une petite rivalité entre la bibliothèque, bien qu'ils n'avaient pas vraiment entièrement le même public, entre la bibliothèque de Sylvia Beach et la bibliothèque américaine, qui existe toujours, rue Général Camus, et qui était à l'origine... Il y avait un fonds de livres qui était envoyé pour les soldats américains pendant la Première Guerre. Donc, on voit ici le début, en fait. C'était grâce à l'Association américaine des bibliothèques qui a créé un lieu pour des soldats. Mais ensuite, le fonds, au lieu de le rapatrier aux États-Unis, a été versé dans cette bibliothèque qui existe jusqu'à nos jours et qui donc a été ouverte en 1920, la American Library in Paris. Voilà une photo d'une des bibliothécaires. Et c'était un lieu important encore qui, non seulement la fonction de lecture dans sa langue, mais aussi lieu de rencontre pour les gens de la même façon. Mais on peut poser la question, finalement, qu'est-ce que faisaient tous ces Américains à Paris dans la première moitié du XXe siècle, surtout s'ils n'étaient pas écrivains, artistes attirés par ce monde de la rive gauche. Qu'est-ce que faisaient les autres? Alors, des mauvaises langues disaient que les gens sont venus peut-être à Paris, peut-être pour trois raisons. Un, pour éviter les impôts. Déjà, il y a un thème qui est récurrent. Les États-Unis, en fait, pour finir, ils imposent les citoyens n'importe où ils habitent. Mais quand les premiers impôts sur le revenu étaient imposés aux États-Unis en 1913, et ensuite, après, pendant la période de Roosevelt dans l'entre-deux-guerres, l'augmentation des impôts, selon les médisants, était une raison pour les uns et les autres pour peut-être partir et aller ailleurs. L'autre suggestion aussi, un peu peut-être par ceux qui un peu médisants, disait les gens sont allés à Paris pour le sexe, pour les liaisons dangereuses ou pas. C'est toujours une image de Paris comme lieu de toutes les possibilités. Et une troisième raison suggérée pour l'entre-deux-guerres, c'était pour venir à Paris pour boire. Harry's Bar, qui existe aussi toujours, est vu ici, surtout pendant la Prohibition.
Donc, aux États-Unis, quand on ne pouvait pas boire, effectivement, c'est un peu loin pour aller, juste pour aller prendre un pot chez Harry's Bar, mais c'était un peu une des idées qui étaient données. L'image des Américains comme venant pour s'amuser, et le titre ici, The American Colony is not wicked. Dans cet ouvrage qui est tout à fait intéressant et amusant d'un Américain qui critique les Américains à Paris et se moque finalement un peu d'eux, il dit ici dans le dessin, en fait, l'idée dans le texte, c'est que les Américains pensaient en fait qu'ils étaient plus wicked, enfin plus qui indulgeaient, non, c'est pas un verbe, mais qu'ils se mettaient dans les situations de liaison dangereuse plus qu'ils le pensaient plus qu'ils ne le faisaient. C'est un peu ça le sens de cette phrase. Mais il y avait des mondanités, une vie de différents types de salons cosmopolites qui étaient importants. Et il y avait véritablement des mariages. Certains mariages très connus, dont on jasait d'ailleurs, sur une série de mariages entre les héritières américaines et les aristocrates européens en général, et puis à Paris, un certain nombre, et notamment celle qui avait peut-être le plus gros héritage de toutes, Anna Gould, donc qui se marie avec Boniface de Castellane en 1895. C'est largement discuté dans la presse. Mais c'était critiqué, ces types de mariages, puisque, encore une fois, il y avait dans la presse américaine ceux qui critiquaient les Américains à l'étranger en disant qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font. Elles dilapident l'héritage américain auprès des aristocrates plus ou moins de sérieux, en fait. Et effectivement, dont certaines avaient les titres, mais qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, les aristocrates désargentés couraient aussi des salons pour trouver des héritières. C'était peut-être le cas de donc ce Boniface, Boni, comme on le disait. Et après le mariage, voilà, il a créé ce palais rose qui n'existe plus, mais qui était très, très, très décoré ou kitsch, selon les goûts. Mais après le mariage, en fait, le divorce. Donc le divorce était aussi autant commenté dans la presse qu'a été le mariage. Alors, on voit d'ailleurs dans il était connu comme dandy, voilà, Boni, et sans doute après le mariage comme avant. Mais il se plaignait après le mariage d'être devenu, il a écrit d'ailleurs après un ouvrage qui s'appelle L'art d'être pauvre. Donc après le Palais Rose, il devait composer avec le fait qu'il n'avait plus tous les millions de Anna Gould et donc il a dû devenir, qu'est-ce qu'on peut devenir quand on est un aristocrate désargenté, divorcé d'une riche héritière américaine? Il est devenu antiquaire. Donc, il critiquait pas mal des Américaines, mais il les fréquentait toujours après. Les femmes aisées passaient leur temps aussi chez les couturières. C'était des femmes notamment qui avaient les loisirs de différentes sortes, certaines pour faire beaucoup d'achats. Là aussi, il y a une petite critique dans le sens où le sous-titre c'est Standing on their feet for hours at a time, en disant en fait donc c'est des heures d'être chez la couturière. Mais d'autres achetaient des collections ou créer des choses ou essayer de créer des choses. Il y a une que j'ai trouvée dans les archives que j'ai trouvée fascinante, une femme, Gertrude Moulton. Là, on le voit, une photographie de passeport à l'époque, avec son chihuahua, je pense, dans ses bras. Donc, à l'époque, on pouvait avoir la photo, donc j'avais agrandi. Donc, ça, c'est le passeport. Et elle est venue en 1915. Elle était mariée en deuxième noces avec un Américain, et c'est en fait grâce au divorce dont j'ai trouvé des papiers de divorce que j'ai pu suivre ce qu'elle avait essayé de faire comme une femme
aisée à Paris, et même après son divorce, elle avait tout un projet de créer un grand festival international de musique. Et elle sillonnait l'Europe pour essayer d'avoir des moyens. D'abord, ça devait se faire à Paris. Finalement, elle est allée jusqu'en Autriche. Et ça, dans les années 30, elle a pu voir différentes personnes, y compris Mussolini. À un moment donné, elle dit que oui, il était intéressant. Et elle-même, elle est très haut en verbe et très... c'est une force de la nature, cette femme qui essaie de créer une espèce d'utopie musicale. Et tout en se plaignant dans ses lettres qu'elle voudrait bien récupérer sa collection de porcelaine que son ex a gardée et qui sont maintenant aux mains de la nouvelle femme de l'ex, dont elle ne pense pas beaucoup de bien. Mais il y avait une autre figure de femme américaine importante, et c'est la même dans ses habits plus de impresario, et puis elle chantait pas elle, mais elle était presque une figure wagnérienne, il me semble, dans cette photo-là. La prochaine, c'est une autre qui, elle chantait apparemment très mal. Mais elle chantait, elle faisait sans doute dans les salons comme celui-ci, elle chantait devant des amis et les autres membres de la Daughters of American Revolution. C'est un groupe qui existe toujours aujourd'hui. C'est une association patriotique américaine. Et elle, outre sa carrière avorté, c'est un peu comme ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Florence, voilà. Donc elle a eu une carrière ou une importance en fait dans cette association de femmes patriotiques, et elle passait beaucoup de temps à mettre les gerbes, à aller dans les différentes institutions, sur les tombeaux de Lafayette tous les ans. Il y avait une activité importante de ces club women, les femmes qui géraient de manière très efficace différentes associations et qui donnaient une autre image de la femme américaine comme organisée, créant des bibliothèques, créant des associations, gérant toutes sortes d'activités qui c'était assez difficile. Parce qu'il y a des comptes rendus de ces visites. Parfois, il pleuvait, mais elles allaient dans le 4 juillet, elles allaient du tombeau de Lafayette à un autre, au monument à la mémoire des soldats américains de la Grande Guerre, donc allant ensuite à la statue de Washington. Il pleuvait, elles ont dû ensuite aller, rentrer, changer pour continuer l'après-midi, donc c'était quand même du travail. Mais donc elle était très... là, on voit aussi une femme qui, jusqu'à la guerre, a résisté à Paris. Elle était veuve, et quand elle essaie de quitter Paris pendant la guerre, elle quitte Paris et elle veut partir aux États-Unis. Elle a, je ne sais pas, 5 ou 10 mâles Vuitton. Et un des officiers allemands qui la contrôle à la frontière lui dit mais qu'est-ce que vous faites pour partir avec tant d'habits? Elle a dit mais d'abord elle dit mais je suis une femme de ma situation. Il me faut quand même des robes d'hiver et des robes d'été. Je peux pas me balader autrement. Mais elle a dit, mais de toute façon, je vais revenir. Et c'était une façon de dire que les Allemands, eux, n'allaient pas rester et qu'elle allait revenir à Paris, qui était sa ville d'installation. Il n'y avait pas que des femmes riches ni des Américains riches à Paris à cette époque. Donc il faut aussi voir qu'il y avait une autre image de la vie à Paris, l'image de la chambre de bonne, des étudiants, des étudiantes. Les étudiantes, comme les femmes de la grande société, en fait, inquiéter les observateurs, notamment les observateurs américains qui s'inquiétaient de tous ces Américains à l'étranger et à Paris. Et ici, on avait peur de comment les jeunes pouvaient se faire attraper par les jeunes garçons français et autres dans leur vie bohémienne. Mais il y avait aussi la crainte, c'était un peu, on peut dire en parallèle à la crainte que les héritières, elles donnaient leur richesse
aux étrangers. Là, c'était la question de la vertu des jeunes par rapport aux hommes qu'elles allaient rencontrer à Paris. Donc il y avait l'image de Paris comportait, pour ceux qui s'inquiétaient à des femmes et des filles à l'étranger, comportait certains dangers, donc dans une imagerie qui critiquait, encore une fois, vu des États-Unis, ces Américains et Américaines à Paris. S'il y avait des mariages mixtes, français et américains, de la période avant la Première Guerre mondiale, qui étaient beaucoup ses héritières avec une noblesse en manque d'argent, il y avait une autre cas de figure qui va être le contraire, en fait, au point de vue de genre, après la Première Guerre mondiale. Et ça va être non plus les Américaines qui se marient avec des Français, mais les Américains qui se marient avec des Françaises. Et ça, c'est notamment la suite de la guerre. Et les rencontres en France, des soldats avec des Françaises qui trouvent qu'ils sont très beaux dans leurs costumes et leurs uniformes, même si une fois peut-être mariées et retournées avec eux aux États-Unis, elles se rendent compte qu'ils n'ont pas peut-être autant d'argent qu'on imagine qu'ont les Américains. Et cet article va parler de ces war brides, donc les mariages de la guerre, qui étaient assez nombreux, mais qui finalement une bonne partie marche, mais d'autres vont se terminer en divorce aussi, aussi par rapport à Anna Gould, juste comme exemple. Mais la critique dans cet article, c'est pas tant que finalement ces hommes n'étaient pas aussi riches que pensaient les femmes, les Françaises qui se sont mariées avec eux, mais que peut-être ils ne comprennent pas les besoins de leurs femmes françaises. Et l'article est intéressant, c'est fait par un journaliste américain dans le New York Times, mais qui semble nettement prendre le côté des Françaises déçues par les hommes qui peut-être s'intéressent plus à leur situation matérielle une fois retournés aux États-Unis que aux besoins de leurs femmes. Une partie importante sont restés aussi en France. Donc il y avait des Américains qui restent en France puisque mariés avec des Françaises et donc qui font partie de cette communauté aussi de la première moitié du XXe siècle. Et s'il y a eu des déceptions et des divorces d'un côté, il y a eu aussi des mariages heureux. Et il y a un journaliste qui est installé en France, dont d'ailleurs la petite fille est professeur à Paris 4 aujourd'hui. Je l'ai rencontré un jour, on discutait, j'ai parlé de Bernard de Ragner, qui était journaliste, et puis elle a dit, c'était mon grand-père. Et lui, dans un article très prenant en 1939, 1940 déjà, début 40, et qui argumente pour que les États-Unis entrent en guerre pour la Deuxième Guerre mondiale, il décrit cette communauté d'Américains à Paris et décrit les différents mariages et il défend ces mariages, lui-même heureusement marié avec joie en France, et il dit que nous sommes venus à la Première Guerre mondiale pour conquérir et pour aider à gagner la guerre, et il dit mais on est resté parce que nous-mêmes on était conquis par les Françaises, et il dit et on aime ça. Donc on a les deux versions, on a la version de déception et on a la version que ça marchait bien. Alors ceci dit, qu'est-ce qui m'avait beaucoup intéressé au début de ce projet, c'était aussi de voir notre aspect, pourquoi les Américains sont venus à Paris à cette époque-là, et pas seulement ni pour le sexe, ni pour boire, ni pour éviter des impôts, mais pour vendre, pour faire des affaires. Ils sont venus déjà, et beaucoup après la Première Guerre mondiale. Certaines qui étaient des soldats sont restées en pensant qu'il y avait des affaires à faire. D'autres sont venus des États-Unis pour aider à la reconstruction, pour aider à l'expansion de leurs propres affaires. Et donc, on a les hommes d'affaires à Paris qui vont se
mettre ensemble dans l'American Chamber, la Chambre de commerce américain à Paris, qui existe toujours. Parfois, on l'appelle AmCham. Le nombre d'Américains à Paris, dans l'entre-deux-guerres, il y a jusqu'à 40 000 qui sont estimés au plus haut de cette période, c'est-à-dire dans les années 20. Après la crise, il va y avoir des départs naturellement, mais il y a encore des gens qui arrivent dans les années 30 et ça on le voit grâce à ces recensements dont je vous ai parlé. Mais la Chambre de commerce américain à Paris est créée en 1894 déjà. Il va y avoir d'autres organisations créées par des hommes d'affaires. Il y a un club d'automobile, un club aéronautique, il y a le club des dentistes américains à Paris. Je reviendrai sur les dentistes. Mais il y a donc, et on voit ça dans ces listes, le recensement, comme je vous ai dit, était non seulement des listes des individus, y compris écrivains, mais surtout des gens dans les affaires, mais aussi toutes des listes professionnelles des différentes organisations américaines implantées à Paris. Et c'était grâce à ces recensements, ces registres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pouvaient non seulement se retrouver, mais aussi se vendre et de voir ce qu'ils pouvaient vendre à la France de différentes sortes. Il y a aussi beaucoup d'avocats déjà, de juristes et des banques, etc. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient aussi, ils se sont installés à Paris pour ou licencier des produits, enfin faire des contrats de licence, finalement aussi pour faire de la manufacture des produits à Paris. Et donc en fait, vendre toutes sortes de choses qui sont en fait des signes un peu d'une certaine vision américaine. Donc déjà, les chapeaux Stetson, ils font une publicité au sein même de ces registres, de ces recensements qui sont pleins de publicité aussi. Le chapeau, le complément naturel de l'élégance masculine. Mais il y a d'autres produits américains déjà qui sont promus à cette époque. On a des choses qui sont à la pointe de la technologie à l'époque. Les typewriters, les machines à écrire, vous vous en souvenez peut-être. Donc c'était vraiment le matériel du bureau. C'est une des choses dans des archives d'un cabinet juridique à Paris que j'ai pu consulter. Il y avait Remington, il y avait des clients qui étaient là pour s'installer, pour vendre des nouveautés qui étaient les machines à écrire à l'époque. Il y a International Harvester au point de vue des machines agricoles. Il y avait donc beaucoup de produits qui étaient déjà répandus. Il y avait le National Cash Register. Donc, c'est les machines à enregistrer, des enregistreurs où on mettait les caisses enregistreuses. Donc, des produits qui étaient dans un premier temps importés, puis finalement fabriqués en France à travers des contrats de licence, etc. Et donc, c'est très riche. Une autre compagnie très connue, c'est Singer. Et donc, les machines à coudre, donc, qui viennent très tôt. Et c'est ça ce qui m'avait, en fait, intrigué au début de ce projet, c'est de voir la précocité de cette installation, de cette insertion, de cet investissement à l'étranger. Les premiers, sans doute, et qui sont aussi dans ces registres, sont les Avilans. Qui s'installe à Limoges pour produire la porcelaine, qui avait été déjà venu, qui achetait la porcelaine de Limoges, voyait qu'il y avait des techniciens très compétents sur place et qui finalement a créé la manufacture de Avilan en France. Donc on a des différents types de produits, sans parler des banques qui vont s'installer, des comptables, des juristes, tout ce qui tourne autour de l'expansion des affaires en France. Je pense aussi, l'autre des glaçons qui sont décrits comme le symbole même de la modernité. Des Américains qui venaient à Paris, parfois ils se plaignaient qu'il n'y avait pas de glaçons, et que les glaçons sont considérés comme quelque chose de luxe finalement quand on peut faire ça. Et c'est vrai que même depuis que moi je suis en France, de trouver des glaçons maintenant c'est
devenu tout à fait banal, mais il y a peut-être 20 ans, quand je suis venue au début, la première fois, c'était pas tellement fréquent. Ici, c'est considéré comme une nécessité moderne, évidemment les réfrigérateurs, mais aussi des glaçons comme symbole de la modernité. La Chambre de commerce américaine publie bulletins annuaires et doit en fait plaider à la fois auprès du ministre du commerce en France, aussi bien auprès des chambres de commerce et de l'équivalent des chambres de commerce aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, il y avait des réticences aux États-Unis de certains de voir des Américaines qui s'installaient à l'étranger et qui faisaient des affaires à l'étranger, certains pensant que c'était mieux qu'ils restent et qu'ils restent aux États-Unis. La Chambre de commerce américaine avait donc une espèce de triple action. C'était un lieu, encore une fois, de regroupement communautaire presque des industriels, des hommes d'affaires américains, mais aussi c'était un groupe de lobbying à la fois auprès des instances en France et aux États-Unis pour expliquer pourquoi c'était important, le commerce international. Alors, il y a un thème qui est fréquent, c'est le commerce va garder la paix, aider la paix. Le commerce est un vecteur de la paix. Dans l'entre-deux-guerres, c'est un argument qu'ils utilisent beaucoup. En même temps, on voit qu'il y a de véritables disputes sur les tarifs douaniers et toutes sortes de questions qui, comme jusqu'à aujourd'hui, vont mettre en tension les deux pays et donc les possibilités de faire des affaires pour les Américains en France. Les Américains de la Chambre de commerce américaine va essayer, par exemple, de convaincre les pouvoirs états-uniens d'instaurer le système métrique. Ils disent que ça serait mieux pour le commerce. Vous savez, ils n'ont jamais réussi à le faire, mais c'était une des batailles qui revenait sans succès. Mais ils étaient à la fois très fiers d'une espèce de patriotisme américain en s'affichant comme une chambre de commerce américaine avec les autres organisations, comme j'ai dit, qui avaient le mot américain dans le titre, que automobile, aéronautique, association américaine, pour justement propager une sorte d'américanisme déjà dans cette première moitié du XXe siècle. En même temps, on voit dans leurs brochures, ils ont souvent un discours de l'amitié entre les peuples, surtout avant et pendant la Première Guerre mondiale, ils sont toujours très favorables à la France et veulent défendre la France et la défendre même quand les États-Unis sont réticents à entrer en guerre, par exemple. Donc, il y a dans les brochures et dans ces annuaires une espèce de mélange de patriotisme américain, comme on dirait boosterisme, une espèce de patriotisme exacerbé américain, en même temps qu'il y a un désir de travailler et une nécessité, comme ils disent, de travailler avec les autres pour pouvoir en fait aussi s'installer correctement et bien travailler. Il y avait quelques spécialités américaines en France, à Paris, dans l'entre-deux-guerres, qu'on peut souligner. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui manque dans cette photo? Des femmes. Donc on va les retrouver un peu plus tard, mais le banquet était carrément que des hommes d'affaires. Dans les recensements, néanmoins, il y a un certain nombre de femmes qui ont créé des entreprises ou qui sont représentantes d'entreprises américaines à Paris, ou certaines qui étaient ou acheteuses pour les boutiques, les grands magasins américains. Donc certaines avaient des fonctions qu'on dirait de femmes qui sont construites ou définies comme plutôt du ressort des femmes, mais d'autres, il y a une qui avait une grande entreprise d'aide plutôt touristique, mais qui était très complexe et très important. Elle avait au moins 10 personnes qui travaillent pour elle, mais c'était une société importante. Mais il y a une autre qui, elle représentait une quinzaine de manufactures américaines de pièces détachées pour les machines.
Donc il y avait un peu de tout, y compris chez les quelques femmes d'affaires quand même qui sont là. On va voir, donc c'était aussi pour reposer la question sur le manque de femmes, mais on va voir il y a 3 autres groupes dont je parlerai très rapidement qui sont spécifiques à Paris dans cette première moitié du XXe siècle. Les dentistes. Celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un homme de son époque, c'est-à-dire plutôt 19e, il était le dentiste de Napoléon III. Et il n'arrêtait pas de raconter à tout le monde combien il a aidé Eugénie à s'échapper en Angleterre au moment de la guerre franco-prusse et de la guerre de 1870. Il était un homme, vraiment un pilier de la communauté. Il a créé le journal dont j'ai parlé tout à l'heure, le American Register, mais il a aussi créé, comme il se doit, la Société des dentistes américains de Paris, et il a aidé à la construction des églises. C'était un philanthrope aussi. Il avait aussi une vie assez intéressante. Il avait comme maîtresse la maîtresse j'oublie maintenant, de Mallarmé. Enfin, donc tout le monde était apparemment partagé. Donc c'était quelqu'un qui était très important dans la communauté et qui était donc un peu à l'origine d'une espèce de dynastie de dentistes américains, puisqu'il y a eu une série qui sont venus, et y compris de manière très importante à la Première Guerre mondiale, les dentistes américains se sont fait connaître parce qu'ils ont aidé à reconstruire des visages des soldats qui avaient été blessés pendant la guerre. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Et les dentistes américains, du coup, étaient connus comme une espèce on pourrait dire une niche économique d'un groupe spécifique. Il y avait surtout des Africains-Américains dans l'entre-deux-guerres, et ça, on le sait. Bullard, c'est un très bon exemple. Il est là même avant la Première Guerre mondiale. Il va être un héros militaire chez les Français, puisque l'armée américaine ne voulait pas des Africains-Américains. Donc, il était un aviateur. Mais, vous savez, et le jazz, on l'étudie comme quelque chose, évidemment, c'est la culture américaine, africaine-américaine, qui est importée à Paris avec, en fait, les jazzmen qui viennent avec les troupes américaines pendant la Première Guerre. Mais en même temps, ça devient une niche de travail et importante pour les Africains-Américains de pouvoir travailler. Ils viennent travailler en nombre à Montmartre. Bullard va ouvrir ou être manager d'un club à Montmartre, et il va pas être le seul, et il y aurait... Mais après, il y a un moment où il n'est plus dans le cabaret, mais il va créer quelque chose qui est amusant, puisque aujourd'hui, les clubs athlétiques, c'est toute la rage. Mais déjà, il avait aussi créé un gymnase pour la culture physique à Paris dans l'entre-deux-guerres. Mais il n'y avait pas que des hommes, il y avait, et non seulement des femmes comme Josephine Baker, qui n'était pas vraiment dans le jazz, mais des femmes qui chantaient le jazz, et une qui a créé un club et qui avait d'abord été embauchée par Bullard et puis après avait son propre club, Bricktop, qui était très importante dans l'entre-deux-guerres. Et c'est là aussi où on voit une femme qui, dans ses mémoires, disent qu'elle voulait être prise au sérieux comme femme d'affaires. C'était pas seulement, elle devait gérer à la fois les chanteurs, les serveurs, parfois les gangsters qui sévissaient à Montmartre dans les années 20-30, et elle est restée à Paris aussi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand on lui a dit quand même au début de la guerre qu'il fallait mieux repartir, ce qu'a fait finalement Bullard. Mais tous les deux, ils étaient restés à Paris ils étaient là depuis 20 ans, c'est là où ils étaient installés. Donc c'était vraiment des Américains de Paris. Il y avait aussi des femmes d'affaires qui sont venues à Paris. Alors, cette photo, il est difficile de savoir si c'est des femmes qui exerçaient à Paris. Je vous ai dit que j'en ai trouvé dans un certain nombre dans ces registres d'affaires, ou si c'était pour un genre de colloque, enfin, ou de congrès dans l'entre-deux-guerres. Mais il y avait une autre spécialité
américaines et de femmes américaines qu'il ne faut pas négliger, encore une fois, dans l'idée que ces Américaines-là, tous travaillaient. On peut dire aussi que Gertrude Stein et Ernest Hemingway, évidemment Josephine Baker, c'était des gens qui travaillaient, qui gagnaient leur vie en étant à Paris. Mais là, il y avait, on peut dire, dans celles qui travaillaient à Paris, il y avait aussi un groupe important de bibliothécaires. Et les bibliothécaires sont à la fois venus avec les livres pour les soldats, mais les bibliothécaires sont aussi venus, et grâce à l'association de bibliothécaires américaines, elles sont venues, essentiellement des femmes, aussi un peu comme les hommes d'affaires voulaient apporter leurs méthodes et leurs produits à l'étranger, en France, qui était vraiment la tête de pont aussi pour l'Europe à cette période, avec l'Angleterre. Mais ici, c'est un peu la même procédure, mais c'est avec les méthodes en bibliométrie, des méthodes de bibliothèque, où il y a eu, pendant la guerre et puis après la guerre, des soldats américains, et puis après la guerre, il y a eu la création de bibliothèques. Alors, les chartistes, au début, n'étaient pas très contents des bibliothèques américaines, et je crois que c'était l'évêque à Reims non plus. Deux raisons de réticence. L'évêque de Reims se demandait qu'est-ce que la bibliothèque avait comme livre qui peut-être n'était pas vraiment livre protestant, peut-être qui n'était pas bon pour le public de sa cathédrale. L'autre inquiétude, c'était les méthodes, et les bibliothécaires américains ont importé différents aspects de la méthode américaine des bibliothèques. Un, c'est des libres accès. Et l'idée que les lecteurs pouvaient choisir eux-mêmes leurs livres, ce qui était contraire à la méthode plus classique en France, où c'est quelqu'un qui s'adresse aux bibliothécaires et demande sur tel ou tel thème et qu'on leur propose quelque chose. Donc c'était quelque chose qui était vu comme un peu inquiétant. Ce qui est arrivé, c'est aussi une féminisation du métier, grâce en partie aux femmes américaines qui sont venues avec ces méthodes bibliothécaires. Et pour ceux qui le connaissent, le Dewey Decimal System est importé en France à ce moment-là. Et donc expliqué et utilisé finalement après dans les bibliothèques en France. Finalement, avec tout ce brassage et toute cette variété d'Américains venus à Paris, je pense que finalement, on peut aussi poser la question de quelle était la réception. La réception, donc à différents moments, il y avait à la fois la gratitude après la Première Guerre mondiale de l'aide, mais il y avait aussi des réticences par rapport à une imposition de certaines méthodes, concurrence de la part de ceux qui sont venus pour vendre leurs affaires ou de s'installer en France. Il y avait un moment, de toute façon, dans les années 30, où la xénophobie en France est montante de manière générale, et il va y avoir une anti-américanisation qui s'exprime à travers livres et pamphlets. Voici un qui est très parlante, surtout la couverture, avec le capitaliste américain qui englobe l'Europe. Donc il y a une réticence d'une certaine part. Il va y avoir à un moment donné suggestion de boycott de produits américains, ce qui n'est pas exactement la même chose que de boycotter les Américains sur place. Donc il y a Américains, il y a produits américains. Donc l'anti-américanisme pouvait parfois être j'ai de très bons amis qui sont américains, mais en s'inquiétant d'une américanisation. Donc, le terme et la critique de l'américanisation est déjà présent dans cette première moitié du XXe siècle. On voit d'ailleurs dans une certaine réception de livres qui sont écrits par les juristes américains pour expliquer comment investir en France, qui disent à la fois, donc il faut y aller pour les compagnies états-uniennes, mais en même temps en disant souvent il faut quand même y aller doucement, c'est mieux de
quand même traduire les plaquettes en français pour que la compréhension des locaux, mais aussi qu'il faut adapter. Il y a toute une question sur la façon de faire dans l'expansion des affaires. Est-ce qu'on peut juste envoyer des produits standardisés sans faire une adaptation aux conditions locales? Donc souvent il y a des préconisations de s'adapter, pas toujours suivi des faits. Donc il y a ça du côté américain, mais du côté de la réception, il y a une période tout de suite après la Première Guerre où le capital américain, les aides à la reconstruction, la philanthropie sont les bienvenues, et puis on voit petit par petit, vers la fin des années 20, qu'il va y avoir des réticences et des lois qui vont aussi plus restreindre les possibilités d'investissement, mais en fait en essayant de protéger les entreprises françaises. Les années 30 vont donc amener un certain anti-américanisme qui va être, qui ne va pas avoir, qui va être explicite. Mais il ne faut pas oublier, je ne veux pas terminer avec cette image qui est quand même assez marrante. Donc je vous rappelle un autre livre qui est quand même à la fin du 19e, donc je triche un peu, L'Américaine de Jules Claret-Sy, pour se rappeler qu'il y avait toujours, en fait, donc même dans une étude sur l'anti-américanisme, Philippe Roger en a fait un livre qui est très intéressant, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a toujours eu, en fait, une tension entre anti-américanisme et une sorte de fascination ici pour l'américaine, dans une certaine imagerie de ce que les américaines peuvent apporter à une société peut-être trop rigide, mais c'est cette pas ambiguïté, mais la présence, la coprésence à la fois des critiques et une fascination que je pense finalement est la conclusion qu'il faut tirer déjà pour cette première moitié du XXe siècle. Je vous remercie.